L'accès au loisir est incontournable pour favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Le temps partagé dès le plus jeune âge dans le tissu social ordinaire développe la confiance de l'enfant pour s'inscrire de plein droit dans la société. Fin 2012, un collectif d'associations et d'institutions crée le Relais Loisirs Handicap 30 pour structurer une démarche existant depuis 2003 dans notre département. Le collectif Handicap 30 devient Relais Loisirs Handicap, mais les principes restent les mêmes. Mutualiser les compétences de chacun, rassembler autour de l'enfant et de sa famille des professionnels du secteur médico-social et de l'animation, sensibiliser et former les équipes d'animation, innover, inventer, construire ensemble. Dans notre posture de coordination, nous agissons comme des facilitateurs, des initiateurs d'accueil pertinents pour que tous les enfants vivent et jouent ensemble dans les centres de loisirs. Sur quel principe repose la démarche du Relais Loisirs Handicap 30 ? Le principe est assez clair. Lorsque nous avons créé et développé ce projet, c'était l'idée étant l'accessibilité des enfants aux loisirs et si possible dans un cadre où ils partageaient ces loisirs avec d'autres enfants non porteurs de handicap. Quand nous avons reçu une invitation de Jean-Paul Esposito, qui était à l'époque un des responsables des Francas, on a répondu tout de suite présent, car nous nous battons pour que les personnes handicapées au sens général du terme, et pour les trisomiques en particulier, qu'ils soient mêlés à la société ordinaire. Les Francas en fait ont été à l'initiative en 2003 de la démarche qui était portée par le délégué départemental de l'époque et qui a réussi très rapidement à réunir autour de lui un certain nombre de partenaires. Il y avait une fédération d'éducation populaire, les Francas, puis deux avec les pupilles de l'enseignement public, les PEP, qui nous ont rejoints ensuite. Il y avait des acteurs locaux, des centres sociaux qui en étaient membres, et puis des institutions qui étaient aussi des partenaires financeurs. Et le fait d'associer l'ensemble de ces acteurs, et puis des associations spécialisées, surtout pas les oublier, la PAJH, Trisomie 21 Gare, et justement j'ai envie de dire la dynamique partenariale de l'ensemble de ces partenaires autour de table a réellement fait la force de ce projet et a permis à ce projet de se développer jusqu'à une association autonome à partir du 1er janvier 2013. Quand j'ai rejoint ce collectif, j'ai été vraiment émerveillée par la diversité de ces composants, leur militantisme, leurs compétences également. Et je crois que c'est ce militantisme-là et la croyance vraiment dans le projet du dispositif qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons pu aboutir enfin à une association et donc à un cadre plus formel. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de la CAF au sein du Relais Loisirs Handicap 30 ? Alors la CAF est partenaire du dispositif depuis l'origine de l'action, donc en 2003. À ce titre, elle participe à la réflexion qui est menée avec les autres partenaires impliqués. Et au-delà de la réflexion, puisqu'il faut passer à l'action, la CAF apporte son soutien financier à l'action. D'après vous, comment expliquez-vous le succès après 10 années d'existence ? Alors le succès est directement lié à un réel besoin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des actions qui peuvent être menées. Si elles ne répondent pas à des besoins particuliers sur le terrain, naturellement, ça ne fonctionne pas. Là, en l'occurrence, ça montre très simplement qu'il y a de réels besoins sur le terrain, que nous répondons réellement dans cette action-là à des attentes par rapport à des enfants en situation de handicap, à leurs familles, de faire en sorte de favoriser l'inclusion sociale, donc de permettre que ces enfants-là, avec des adaptations, des modalités d'accueil différenciées, qui vont permettre en tout cas de pouvoir être comme tout un chacun dans le tissu social.
30, est-ce que vous pourriez définir un petit peu la relation que vous avez avec ce collectif? C'est une relation assez serrée à partir du moment où on a un enfant pour lequel il y a soit un désir des parents, soit on sent que l'enfant peut tirer nettement profit d'une immersion dans le milieu ordinaire pour les loisirs. Donc à ce moment-là, on peut monter un projet. C'est notre partenaire privilégié, on va dire, pour travailler cet accompagnement, cette intégration-là dans les centres de loisirs. En fait, nous, on a la compétence qu'on a, c'est la connaissance de l'enfant, de sa spécificité troubles autistiques ou du comportement. On a la connaissance du projet de la famille. Par contre, on n'a pas tellement une vision du réseau qui peut y exister sur le Gard comme centre de loisirs accueillant un enfant autiste. Et c'est par là c'est ce chemin-là qu'on prend parce que c'est, comme Thierry Lopez dit souvent, c'est du cousu humain par rapport au projet de l'enfant et à l'enfant et les centres de loisirs qu'on peut adapter et faire que ça se passe bien dans l'intérêt de chacun, du centre de loisirs et de l'enfant. On est tenu à la fois de mettre en place avec les soins d'autres types d'approches, d'autres types de réponses que nous pouvons faire nous-mêmes ou que nous faisons dans le cadre de partenariats. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on puisse continuer à répondre au niveau de son développement cognitif, qu'on réponde au niveau de son développement, au niveau de sa communication. Et il y a des choses que nous pouvons faire nous et d'autres choses que nous faisons avec le partenariat. L'école, bien sûr, la famille d'abord, et puis par exemple les centres de loisirs. Oui, moi j'ai en tête le cas d'une petite fille qu'on a intégrée en centre de loisirs l'année dernière. La demande est venue des parents, mais on y pensait nous aussi, parce que cette petite fille nous paraissait effectivement dans une évolution qui permettait d'envisager une intégration en centre de loisirs. Donc la référente de l'enfant a contacté le collectif, qui nous a fait passer le recueil d'informations. Je trouve que ça c'est un outil très intéressant, parce que ça comprend 2-3 feuillets avec des questions très précises qui permettent de donner vraiment des renseignements. Ça dresse, je trouve, un tableau assez global et en même temps personnel et personnifié de l'enfant. Et surtout, le collectif nous demande, et ça je trouve que c'est très intéressant, de remplir ce recueil d'informations avec les parents. Je crois qu'une de nos premières missions, moi il me semble, c'est de vérifier avec les parents que l'enfant il est prêt à vivre cette expérience. Et je crois que c'est quand même une évaluation qui est déterminante dans la réussite après du projet. Et je crois que quand on présente un enfant au collectif, c'est quand même une première assurance, en tout cas pour ce qui nous concerne, que cet enfant est prêt à le faire. Voilà. Et sa famille. Et l'autre chose, c'est que l'enfant, effectivement, il faut qu'il soit prêt, mais il faut également que la famille ait envie d'entrer dans cette démarche-là, qu'elle ait envie de ça pour son enfant. Voilà. Donc ça, c'est le préparatoire, on va dire. Comment est-ce que vous avez rencontré le collectif au début et quelles sont les motivations qui vous ont poussé à adhérer à cette démarche? Alors la rencontre avec le collectif, elle s'est faite dans le cadre de l'IFAC qui du coup a souhaité inscrire l'ensemble de ses actions en centre de loisirs en partenariat avec celle du collectif. Et du coup, à titre plus personnel et au nom aussi de l'équipe que je représente, si on a souhaité vraiment s'associer à cette démarche, c'est qu'on considère que ça fait vraiment partie de notre boulot aussi et que ce sont des enfants parmi d'autres enfants et que donc forcément on a l'impératif de répondre à leurs besoins aussi. Et comment justement l'équipe s'organise avant l'accueil d'un enfant en situation de handicap? Alors ça va vraiment dépendre du coup des informations qu'on a eues de par la famille et les éducants. On va vraiment se concentrer sur ce qui nous a été dit, sachant que si c'est des enfants où on a vraiment un gros besoin de référence, on va instaurer un fonctionnement comme ça avec un référent pour l'enfant. Que s'il y a des enfants qui n'en ont pas forcément ce besoin, on va zapper ce type de fonctionnement et partir sur quelque chose de plus à la carte. On va essayer de se demander un petit peu quels sont les besoins de cet enfant-là et comment on peut y répondre tout en mettant en place des animations qui atteignent aussi l'ensemble des gamins qu'on a. Comment est-ce que vos animateurs réagissent quand vous leur dites, cet été par exemple, où on va accueillir Eh ben, j'ai les deux réactions. J'ai les réactions des nouveaux animateurs qui eux vont me dire oulala, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, on n'y arrivera pas, on n'est pas formé pour.
Et puis j'ai les anciens qui eux ont l'habitude. Et donc j'ai les anciens qui vont rassurer les nouveaux en fait. Et donc ils vont leur dire que c'est pas plus compliqué que d'accueillir un autre enfant, qu'on a tout pour pouvoir les accueillir, qu'en tout cas on est ensemble et en équipe pour pouvoir accueillir les enfants porteurs de handicap sans qu'on ait de soucis, voilà. Et qu'on a un soutien aussi du collectif handicap qui n'est pas rien. C'est quoi les questions que vous avez eues avec le collectif Handicap 30 et sur quoi ils vous ont aidé en fin de compte? Moi c'était plus voilà, sur les temps au début, est-ce que je suis obligée de les accueillir toute la journée, je me sens pas prête, s'il y a une crise, qu'est-ce que je fais? Du coup voilà, on a trouvé une adaptation et un temps personnalisé. Et, voilà, ils m'ont aidé à communiquer avec la famille. Est-ce que vous aviez une appréhension peut-être avant de recevoir ces enfants? Bien sûr, on a toujours une petite appréhension. On n'est pas formé au départ pour ça, mais bon voilà, après c'est l'envie de découvrir ce public-là, l'envie de participer à leur évolution. Voilà. Depuis combien de temps êtes-vous structure partenaire du collectif Handicap 30? Alors depuis 3 ans. Et comment est-ce que vous considérez ce partenariat? Voilà, alors je disais que je découvre ce partenariat. Bon, ce que je vois actuellement, c'est que ça soutient les équipes d'animation qui parfois se sentent impuissantes face à l'accueil d'enfants porteurs de handicap, et que le fait d'avoir un regard extérieur est pour nous une richesse, puisque ça nous permet d'avoir la distance nécessaire pour appréhender les situations avec les enfants d'une manière moins stressante. Et puis avoir un soutien avec ce partenaire, c'est aussi avoir une vision sur ce qui se fait ailleurs. Et donc ça peut faciliter aussi les échanges d'expériences. Dans les grandes lignes les différents champs d'action du relais loisirs handicap 30. Alors oui, il y a un premier champ qui est l'accompagnement, c'est ce que nous faisons le plus, c'est-à-dire accompagner les familles, déterminer les souhaits des familles, comment, où, pourquoi on va mettre cet enfant dans le centre de loisirs. Ensuite, après, c'est l'accompagnement aussi des structures du médico-social. C'est comment on va pouvoir les impliquer dans la démarche tout en restant à leur place, puisque l'idée c'est que, puisqu'on mutualise les compétences de chacun, l'idée c'est que chaque composante reste à sa place. Et ensuite, après, l'accompagnement des équipes. Et dans l'accompagnement des équipes, il y a le suivi au quotidien, mais également la formation des équipes. Ces temps de sensibilisation-formation sont assurés par des professionnels de l'éducation spécialisée, les mêmes qui suivent les enfants en fait. Mais l'idée c'est de ne pas professionnaliser les animateurs de centres de loisirs, puisque l'objectif premier c'est de mettre l'enfant en vacances. Donc en fait on doit juste donner le réflexe de se dire on n'est pas tout seul, il y a des personnes qui nous entourent. Il y a des documents qui sont mis en place comme le recueil d'informations, comme les documents de suivi, voilà. Il y a le relais, il y a des animateurs, il y a des éducateurs, il y a la famille. On n'est pas tout seul, mais en tout cas, on va essayer de mettre dans les meilleures conditions l'enfant en vacances. Vous avez lancé en 2012 les malles pédagogiques. Donc à quels besoins répondent-elles? Que contiennent-elles et quel est leur fonctionnement? Alors les malles pédagogiques, c'était une demande qui était là depuis un moment avant qu'on les lance. Une demande des directeurs et des animateurs qui trouvaient qu'il manquait un peu d'outils pour accueillir au mieux les enfants voilà, qui étaient suivis par le relais. Donc on a travaillé en collaboration avec eux pour voir quel type de matériel pouvait être utile sur les centres de loisirs.
Donc on a sélectionné principalement des jeux qui permettent de parler du handicap, de la situation de handicap et surtout sensibiliser les enfants à ces accueils un peu spécifiques. On a également choisi beaucoup de jeux qui permettent de s'appuyer sur les compétences de tout un chacun plutôt que sur les différences, ce qui permet vraiment de réunir les enfants autour de jeux sans appuyer sur leurs difficultés. Et puis sinon il y a aussi un petit peu de matériel, donc on va dire un peu plus spécialisé pour répondre aux besoins spécifiques des enfants comme des time-timers. Voilà. Nous ce qu'on voulait c'était vraiment que les animateurs puissent s'en emparer et puis personnaliser leurs activités avec ce matériel. On ne voulait pas forcément leur donner des choses tout clés en main. Chaque centre a une couleur particulière, chaque animateur a une pratique particulière. Donc on voulait que notre matériel puisse s'adapter un petit peu à tous. Qu'apporte aux familles le relais Loisirs Handicap 30 ? C'est avant tout d'être, je pense, à l'écoute peut-être des familles, parce que quand même, je suis persuadée que notre rôle et notre avis est quand même important dans tout ça, parce qu'on connaît bien nos enfants, on a un ressenti sur leurs besoins, sur ce vers quoi on veut les amener et puis ce qu'ils expriment eux. Et donc je pense que le rôle de Thierry Lopez et de Nolwenn, c'est de recueillir nos impressions à nous, nos désirs, et d'adapter après la prise en charge de l'enfant en fonction de ce qu'on leur dit, en fonction de ce qu'ils peuvent proposer, en fonction de l'équipe accueillante et des enfants accueillants. Et je crois que c'est vraiment, ils sont une clé dans tout ça pour essayer de faire en sorte que tout fonctionne bien et que toutes ces personnes fonctionnent bien ensemble et que l'accueil se fasse dans des bonnes conditions pour tout le monde, et pour l'enfant accueilli, et pour les personnes qui accueillent, et pour les encadrants et pour les autres enfants. D'accord. Quelles sont les satisfactions ou les difficultés que vous avez pu rencontrer ? Alors les satisfactions, c'était une prise en charge qu'on souhaitait, c'est nous qui l'avons demandé au début, donc la satisfaction c'est que ça ait abouti malgré les difficultés et le fait qu'au début il y avait certaines personnes qui n'y croyaient pas forcément. Ensuite, les difficultés, c'est que ça demande pour les parents une disponibilité hyper importante et une implication importante, parce qu'en fait, il faut qu'on justifie notre demande au début, et puis ensuite il y a ce travail de préparation, donc c'est pas aussi facile que pour un enfant ordinaire que l'on inscrit au centre de loisirs et que l'on pose au centre de loisirs le matin, qu'on va rechercher l'après-midi. Là c'est vraiment un travail d'équipe, c'est un travail à plusieurs, avec les éducateurs, avec le relais Handicap 30, le relais Loisirs Handicap 30. Comment Loïc, donc votre enfant, vit-il le temps passé en centre de loisirs ? Très bien, il s'intègre de mieux en mieux dans les nouveaux groupes. Il a de plus en plus de facilité à être en relation avec les animateurs, ce qui n'était pas le cas au début. Il était très renfermé, très réservé. Non, c'est une expérience qui est très positive, qui est enrichissante pour lui et qui lui permet d'évoluer dans un milieu ordinaire. Parce que on est quand même dans la société, tout n'est pas fait pour les handicapés. Ça, pour moi, pour Loïc, pour lui sa pathologie et lui tel qu'il est là, je pense que le milieu ordinaire a beaucoup d'importance pour plus tard en fait. D'accord. Quelles sont les évolutions que vous aimeriez voir mises en place pour les prochaines années? Alors dans l'absolu, et alors là je ne le dis pas qu'en tant que professionnel, je dirais en tant que citoyen, c'est que ce genre de démarche, ce soit quelque chose qui soit
pleinement reconnue comme une démarche de service public, en termes de politique publique, et que cette particularité qu'on essaye de creuser, d'améliorer, de façonner, ce soit quelque chose finalement devenu de commun, et que ce soit bien intégré dans les capacités au quotidien d'accueillir ces enfants dans ces accueils ordinaires. Les évolutions, c'est que l'action puisse perdurer, parce que ça se pose en ces termes à l'heure qu'il est. On était sur une expérimentation pour ce qui concerne la CNAF. L'expérimentation est échue depuis le 31 décembre 2012. On est sur une année transitoire en 2013. Mais on a, à l'heure où je vous parle, pas encore de certitude sur les moyens qui vont être déployés pour pouvoir assurer des moyens pérennes à ce type d'action. Donc les évolutions, c'est que ces actions soient effectivement reconnues, financées, que des financements soient alloués pour qu'elles puissent effectivement d'une part se généraliser sur le territoire national, même s'il y en a eu sur d'autres départements, et puis que l'accueil des enfants porteurs du handicap devienne quelque chose d'ordinaire, si je puis dire. Un élément qui me tient relativement à cœur, parce que pour travailler par contre dans un service qui accompagne des adolescents en situation de handicap, l'élément central c'est que ce service-là est directement auprès d'enfants, et en fait on se rend compte que plus tôt l'enfant en situation de handicap, on lui permet d'intégrer et de se retrouver dans le tissu social ordinaire, et plus il aura confiance en lui pour, à mesure des années, continuer à faire valoir ses droits à être dans le tissu social ordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'est pas mis à l'écart dès le départ, ça lui donne envie de continuer à faire partie de la société comme tout un chacun.